Europe 1. 8h12, votre invité Sonia Mabrouk ce matin est médecin explorateur. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Jean-Louis Etienne. Bonjour Sonia, bonjour. Lorsqu'on vous accueille, on a tout de suite envie de parler d'évasion, de grands espaces, d'océans, d'expéditions. Bien sûr, nous allons le faire et embarquer avec vous. Mais tout d'abord, parlons de ce qui nous préoccupe. La sécheresse qui frappe notamment la France. Pour nos agriculteurs, c'est un énième coup dur. De quoi tout cela, Jean-Louis Etienne, est le révélateur ? Le révélateur du réchauffement climatique, si vous voulez, l'excès de chaleur extrait l'eau des sols, extrait l'eau des océans. Il y a une évaporation colossale et on se rend compte qu'il y a surtout une dispersion de l'eau. Le cycle de l'eau est perturbé. Vous avez d'un côté ces sécheresses dont on parle, dans certains pays c'est énorme. Et puis on vit aussi en France des déluges paradoxaux. À la fin de l'été, par exemple, la Méditerranée est très chaude et de plus en plus chaude, avec des évaporations. Et classiquement, au mois de septembre, octobre, même en novembre, vous avez ces vents de sud-est qui poussent cette humidité qui s'évapore vers les Cévennes. Ça monte en altitude, ça se refroidit et ça revient et ça fait des déluges. Vous voyez, c'est ce cycle de l'eau qui est accéléré à certains endroits, qui crée des inondations catastrophiques. Et par ailleurs, des sécheresses qui sont difficiles. Et quasiment aucune région en France n'est épargnée par cette sécheresse. C'est quand même édifiant. Même situation depuis des mois. On n'a pas parlé de cela au Portugal, en Espagne. Vous êtes évidemment explorateur, spécialiste des pôles en Antarctique. Vous les avez vus à l'œil nu, ces dérèglements climatiques, Jean-Louis Etienne? Alors, les régions polaires sont effectivement des indicateurs. Elles sont des acteurs de la régulation du climat. Ils apportent leur lot de froid à la compensation de l'excès tropical, vous voyez, de chaleur tropicale. Et donc, ils subissent effectivement cet excès de chaleur. Dans le nord, c'est l'Arctique. On annonce tous les ans, à la fin de l'été, la régression de la banquise. C'est un océan qui est au pôle Nord, un océan gelé avec une banquise qui faisait 2 mètres d'épaisseur quand moi j'y étais en 86, vous voyez, il y a longtemps. Aujourd'hui, elle fait 1 mètre, 1 mètre 20 d'épaisseur et surtout la surface que l'on voit par satellite diminue. Ça, c'est au Nord. En Antarctique, par exemple, la traversée de l'Antarctique que j'ai faite en 89-90. 6300 km, je le rappelle au passage, quand même, pour nos auditeurs. Mais vous voyez, les 600 premiers kilomètres, ça se fait sur une plateforme de glace. Ces plateformes de glace qui en Antarctique, qui descendent du continent, qui flottent sur la mer, et quand elles se fracturent, ça fait des icebergs. Eh bien, ces 600 premiers kilomètres ont disparu dans l'affaire de 20 ans. Donc on voit très bien, il y a l'océan. L'océan est un grand régulateur, il absorbe 93% de l'excès de chaleur, donc le niveau monte, la température monte et libère davantage d'icebergs en Antarctique. Vous avez d'ailleurs une expression très parlante à ce sujet, vous dites qu'on a ouvert la porte du frigo des pôles. Ouais. Ben oui, la porte du frigo, parce qu'effectivement, ces régions polaires, comme on dit, sont des éléments régulateurs, et l'Arctique, le Nord, est particulièrement touché parce qu'il change de couleur. Ce sont des régions qui étaient essentiellement blanches, sur la Terre, au nord de la Sibérie, le Canada, couvert de neige, et l'océan recouvert de glace. Et le blanc, comme tout le monde sait, ça réfléchit la lumière et le noir l'absorbe. Donc ce sont des zones qui perdent de la surface de neige, de glace, ce sont des territoires qui absorbent la chaleur aujourd'hui, et d'ailleurs un phénomène d'accélération, d'où effectivement la porte du frigo qu'on a ouvert, et qu'il va falloir fermer, mais ça va prendre du temps. Oui, et entre-temps, la Terre a de la fièvre, c'est une maladie chronique. Dites-vous, Jean-Louis Etienne. Alors, vous dites souvent que le charbon, parce qu'on va parler du sursaut des solutions, le charbon est l'ennemi numéro 1 du climat et qu'il faudrait réduire sa production. Mais Jean-Louis Etienne, la majorité des produits manufacturés que l'on achète sont fabriqués en Chine, grand consommateur de charbon. Qu'est-ce que vous dites aux plus d'1 milliard de Chinois, et moi Mais il est évident, si vous voulez, que le charbon... Il faut voir qu'on est la civilisation du carbone. Depuis un siècle, on s'est développé grâce à l'accès facile à l'énergie, le charbon, le pétrole et le gaz. Et le charbon, c'est le moins coûteux en termes de coût d'exploitation. Ça a un coût humain colossal, le charbon. Les mines tuent, les mineurs tuent, la silicose du mineur, ça émet 2 fois plus de gaz carbonique que le pétrole ou le gaz. Donc c'était ça qu'il faut infléchir le plus rapidement possible. Il est évident... Vous avez évoqué la Chine, nous dépendons effectivement tellement des produits manufacturés qui sont faits dans des conditions qui ne sont pas bonnes. D'où l'idée permanente de mettre une taxe carbone sur la fabrication des produits, ce qui permet de dire, attends, non, je ne choisis pas celui-là parce qu'il émet davantage de CO2 que celui-là.
Comme sur les aliments, vous avez aujourd'hui des qualités qui sont mises en place de plus en plus sur la qualité de l'aliment. Il faudrait mettre le bilan carbone sur chaque produit manufacturé de manière à ce qu'on puisse choisir le plus noble, je dirais, celui qui est construit dans des meilleures conditions de... Vous reconnaissez aussi, Jean-Louis Etienne, qu'on ne peut pas sérieusement envisager de vivre avec les seules énergies renouvelables. Certains diront que vous êtes un raisonnable, production trop faible, intermittente. Ça, vous le reconnaissez, c'est un fait pour vous. Et tout le monde le reconnaît. C'est le soleil, le vent, tout ça c'est intermittent, c'est vrai, mais ce sont des ressources qu'il faut savoir exploiter. On fait de plus en plus de progrès. Moi j'ai 6 éoliennes chez moi, à la campagne, vous voyez, de 2 mégas. Ça ne dit pas grand-chose. Aujourd'hui, on fait des éoliennes de 5-6 mégas. Vous avez 6 éoliennes ? Oui, à 800 mètres de chez moi. Alors, ce ne sont pas moi. J'ai bien compris, mais à vue d'œil, c'est-à-dire vous les avez plantées dans le décor. Quand vous les regardez le matin en vous réveillant, vous vous dites... Ça me dérange pas. Vraiment ? Non, ça me dérange pas. La seule chose qui me dérange, c'est qu'il y a un aéroport, un aérodrome de Castres-Mazamet qui est pas très loin, et au-dessus, il y a des feux à éclat. En hiver, en ce moment, par exemple, maintenant elles sont revenues les feuilles, mais c'est ce qui me gêne le plus. Sinon, ils sont à 800 mètres, le bruit ne me dérange pas. Si vous voulez, c'est indispensable de faire appel à des énergies décarbonées. On a cette ressource que l'on sait exploiter. Elles peuvent couvrir les besoins domestiques d'une population. Je dirais presque, c'est à l'échelle de la gestion d'un territoire, c'est quelque chose qui peut concerner les gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, mais plus largement, le soleil, le vent, l'hydroélectrique, la biomasse ne suffiront pas, ça on peut dire. Voilà. Et donc le nucléaire reste... Le nucléaire reste, mais le nucléaire c'est un produit de l'intelligence humaine. E égale MC2, Einstein, E c'est l'énergie, pardon, M c'est la masse de la matière, C c'est la célérité, ça veut dire la vitesse de la lumière. Dans le soleil, vous avez une fusion avec production d'énergie proportionnelle au carré de la vitesse de la lumière. On a fait ça dans les centrales, pas de la fusion mais de la fission. Il y a de l'intelligence, si vous voulez, mais malheureusement, c'est mal né. On en a fait un produit, une arme de destruction massive avec les 2 exemples que sont Nagasaki et Hiroshima. C'est complètement mal né. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, c'est pour ça qu'il faut de la pédagogie. Il faut de la pédagogie parce qu'on ne va pas pouvoir se passer. Ce sont des productions énergétiques qui sont décarbonées. Et il y a de l'intelligence humaine et de l'investissement à mettre là-dedans pour faire en sorte que les déchets deviennent une ressource. On sait le faire. Les neutrons rapides, un jour arriveront ces centrales-là. On n'a pas mis assez d'intelligence, on s'est contenté d'en faire secondairement de l'énergie, mais surtout pour faire des destructions massives. C'est important de vous entendre dire cela, surtout que l'Allemagne, qui est sortie du nucléaire pour des raisons politiques aujourd'hui, fait appel au charbon, et ça, j'imagine, c'est pas bon. Et c'est même... Regardez les Belges, ils ont décidé d'arrêter, maintenant ils y reviennent parce qu'ils se rendent compte que si on veut de l'énergie décarbonée, il faut aller la chercher là où elle est, quoi. Malgré tout, vous restez optimiste. Oui, parce que si vous voulez, on a conscience de la situation. Depuis qu'on en parle sur ces questions, tout le monde a conscience. Et on a l'intelligence des solutions. Il faut les mettre en œuvre rapidement. Ça veut dire qu'effectivement, ça passe par une pédagogie. Vous voyez, vous croisez quelqu'un dans la rue, vous lui dites 100 millions d'euros. Ou 1 million d'euros, restons simples. Ou 1 million de dollars. On a une idée de ce que c'est. Si vous lui dites combien vous avez consommé, en giga, en méga, en térawatts, on ne sait pas. On n'a aucune idée. C'est tellement facile l'accès à l'énergie qu'on n'a aucune idée de la quantité que l'on consomme. Qu'est-ce que vous répondez, Jean-Louis Etienne, à ceux qui vous disent, peut-être ceux qui nous écoutent ce matin, dans leur salle de bain, chez eux, en voiture, on se préoccupe en écoutant ce matin sur Europe 1 de la fin du monde, mais nous on se préoccupe de la fin du mois. Et c'est facile de donner des leçons. Non, mais je ne donne pas de leçons. Je donne des indications. Il est évident qu'il y a des gens qui sont en souffrance, c'est évident. Mais tout le monde ne l'est pas. Et je dis par exemple à ceux qui ont une maison. Une maison, vous voyez, peut-être une piscine, je ne sais pas. Mettez sur le toit des panneaux solaires. Devenez des acteurs de la solution. Avec des panneaux solaires sur le toit, moi j'en ai 80 à la maison, vous voyez, je le vends l'électricité à l'EDF, mais vous, si vous êtes un peu intéressé, vous avez une petite voiture électrique, vous allez faire le plein avec le soleil, puis ça va vous plaire. Vous allez regarder la météo, mardi il y a du soleil, vous allez faire la lessive. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a des moyens de devenir acteur de la solution, et qu'on parle de sécheresse, si vous avez déjà récolté l'eau du toit. Bon, c'est pas compliqué. C'est de l'intelligence instinctive, c'est du bon sens en réalité. C'est de voir la nature s'adapter. Collecter l'eau de pluie, mais toute l'année, ayez une citerne et déversez-la dans la piscine. Elle est très propre, l'eau qui vient du ciel. On vous écoute avec beaucoup d'attention avec Dimitri dans ce studio. D'habitude, on reçoit des responsables politiques qui sont interrogés aussi, Jean-Louis Etienne, sur ces sujets. Est-ce que vous dites que la solution ne passe pas par les responsables politiques, qu'elle passe plutôt par ce que vous venez de décrire ? Elle passe à tous les niveaux. Les responsables politiques, si vous voulez, c'est très ingrat.
de faire de l'environnement en politique, parce que quand vous dites on va, l'homme politique dit on va, je mets un programme et on va. Mais la solution, on la verra dans 3, 4, 5 ans. Il n'y a pas un bouton on et off à l'Élysée ou à Matignon qui tout d'un coup permettrait de supprimer un problème colossal. Donc ce sont des investissements. Quand l'État décide d'investir 2 milliards sur une gigafactory de batteries, parce qu'on va avoir besoin de ces batteries pour passer des voitures thermiques à des voitures électriques, ça c'est des investissements souterrains que le citoyen ne voit pas, mais qui sont des réalités. Donc je dirais que chacun, voilà, c'est ma formule, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence politique, professionnelle, journalistique, dans la façon dont vous faites de la pédagogie pour que les gens comprennent, vous voyez, et le citoyen a aussi doit être attentif dans sa vie personnelle, professionnelle, familiale. Et rendons-nous compte des conséquences de tout cela. Vous parlez de politique ou plutôt de géopolitique. Au cœur de ces questions, il y a les réfugiés climatiques qui quittent leur maison, leur région, pour aller où, Jean-Louis Etienne? Là où il y a de l'eau, tout simplement. Leur boussole, c'est de chercher de l'eau. J'ai vu un reportage sur le sud de Madagascar, c'est absolument dramatique, si vous voulez. Ces gens se déplacent pour aller chercher de l'eau. Vous savez, on fait souvent haro sur les agriculteurs. L'agriculture consomme 70% de l'eau. Mais il ne faut pas faire haro sur l'agriculteur. L'agriculteur, comme vous et moi, ne consomme pas plus d'eau que l'ensemble des citoyens, même urbains. C'est la plante qui consomme de l'eau. C'est la plante qui a besoin de l'eau pour se développer. Et on a besoin de la plante pour vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des progrès colossaux à faire sur effectivement l'arrosage. Les gouttes à gouttes, tout ça sont des solutions. Effectivement, le choix des céréales que l'on plante. Mais tout ça, c'est quelque chose qui doit être accéléré et vécu d'une manière collective, concertée, de manière à ce qu'avec un minimum de pédagogie, tout le monde comprenne qu'il y a un chemin à prendre collectivement, quoi. Et ne pas culpabiliser nos agriculteurs, ô combien votre message est important, évidemment, ce matin. Vous préparez toujours activement cette mission, incroyable mission, Jean-Louis Etienne, autour de l'Antarctique, prévue pour 2023. C'est demain. C'est demain, c'est un peu reporté, 2024, mais ça fait 12 ans, vous voyez, Sonia, que je travaille sur ce projet, persévérer. Ça, c'est un message que je veux faire passer à tout le monde pour réaliser quoi que l'on fasse, si vous voulez. Moi, quand j'en parle, on me dit, vous avez la passion, c'est facile, mais non, c'est du travail. Toute idée que l'on a, qu'on veut le faire apporter, qu'on veut le faire émettre, germer, réaliser, c'est du travail, du temps, de la persévérance. Et donc le PolarPod va voir le jour bientôt, et on va étudier le principal puits de carbone océanique de la planète. On parlait de la régulation des pôles, cet océan qui est autour de l'Antarctique, donc le continent du pôle sud, c'est immense, c'est les fameux 50e hurlants dont nous parlent les marins du Vendée Globe tous les 4 ans. L'eau est froide, est agitée, ça en fait qu'il absorbe la moitié du gaz carbonique qui est absorbé par l'ensemble des océans. C'est ce puits de carbone que l'on va étudier. Et juste un dernier mot, le PolarPod, il est silencieux, il n'a pas de moteur, 0 carbone, et on va mettre des hydrophones, c'est-à-dire des micros sous l'eau, et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. Parce qu'on connaît la signature sonore de toutes les espèces. Vous voyez, une baleine bleue, un orque, un éléphant, et un logiciel vous dit, et pendant 3 ans, ça va durer 3 ans, d'une manière continue, on va faire ce travail. Avec un bateau qui passe à la verticale, vous allez habiter en réalité dans une nacelle sur l'eau et non plus sous l'eau. Il faut s'imaginer ce que ça peut donner. Si vous voulez, la singularité architecturale du PolarPod, c'est son tirant d'eau, c'est-à-dire la quantité, le flotteur, il a 75 mètres sous l'eau, on appelle ça le tirant d'eau. Donc on est pris dans des eaux stables, voyez. Un bateau est posé sur la surface, c'est pour ça qu'il est secoué par les vagues. Donc le PolarPod descend profond, il est pris dans des eaux profondes, stables, et à la surface, c'est un treillis, c'est-à-dire 3 tubes, et la mer nous passe à travers. Sa stabilité permet d'héberger des scientifiques et des marins. Jean-Louis Etienne, 36 ans. 36 ans après avoir été le premier à atteindre le pôle Nord en solitaire, et après bien d'autres aventures polaires, est-ce qu'il y a un moment où on se dit « J'arrête, je pose mon sac, je vais dans ma cabane dans le Tarn, celle que vous avez construite, paraît qu'elle est magnifique, et je me pose enfin. » Voilà, on ne dit jamais. Non mais, je l'ai cette cabane, j'appelle ça mon port autonome où je suis souverain, vous voyez. Je vais là-bas et je suis tranquille. Mais cette envie de faire des expéditions, elle est en moi, je me rends compte, quand je me retourne sur mon passé depuis très très longtemps. J'aime ce que je fais, si vous voulez, tant que ma santé, mon corps et mes désirs le permettent. Je continue, ça ne me coûte pas, je suis sur un chemin que j'ai mis en route il y a longtemps, et donc c'est quelque chose qui me plaît. Qu'est-ce qu'un explorateur comme vous amène avec lui comme livre dans une telle expédition? Est-ce qu'un explorateur comme vous lit des livres d'écrivains voyageurs? Oui. Ah oui, mais
même dans les livres, vous avez besoin de vous évader. Je ne suis pas un gros lecteur, je suis ce qu'on appelle aujourd'hui les 10, vous voyez ce que je veux dire. Vous savez que j'étais tourneur-fraiseur au départ, c'est ma première formation, parce que je sais, avec mes enfants, j'ai appris que c'était dyslexique, dysorthographique. Vous voyez, tous les 10, je cumulais ça. Donc, j'ai fait une formation professionnelle et là, ça m'a plu. Vous voyez, et je suis entré après directement en seconde au lycée, puis médecine, chirurgie, etc. Mais cette envie d'expédition, elle est très lointaine et donc c'est la médecine qui m'a mis le pied à l'étrier des expéditions. Et ensuite, j'ai continué par passion. Vous savez que vous nous avez emporté très loin, j'espère, pour les auditeurs, mais Dimitri et moi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de mieux que bon vent et continuer de nous faire rêver ? Du vent, il y en aura. Et je dis à tout le monde et à vous, soyez des explorateurs, engagés de votre temps. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant. La vie est un champ d'exploration extraordinaire. C'est ça vers lequel il faut s'engager. Merci Jean-Louis Etienne. Merci d'avoir été notre invité ce matin et bonne journée, bon vent. Merci à vous. Ah oui, bon 50e hurlant.